Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la piraterie dans les Caraïbes. Je parlerai à la fois de l'histoire et à la fois des stéréotypes. Il existe de nombreux clichés sur les pirates, il suffit de taper le mot « pirate » dans Google Images pour se rendre compte de l'idée qu'on se fait encore d'eux. Le premier résultat sur lequel je suis tombé est ce dessin qui est volontairement une caricature. Mais pourquoi un tel imaginaire autour des pirates? Et surtout, c'est quoi l'histoire autour de la piraterie dans les Caraïbes? On va voir tout ça. Où trouver des pirates? On trouve des pirates à toutes les époques. On en trouvait déjà à l'époque de la Rome antique. Par exemple, le général Pompée a mené une campagne contre les pirates en Méditerranée. On nous trouve encore aujourd'hui. Ils sont principalement installés dans deux zones très fréquentées par les bateaux. Premièrement vers la Somalie, car on y trouve de nombreux bateaux qui vont de l'océan Indien jusqu'au canal de Suez. Et deuxièmement sur le détroit de Malacca, passage obligatoire pour aller de l'océan Indien à l'océan Pacifique. Mais dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est la piraterie dans les Antilles, et surtout son âge d'or. On y découvrira aussi certains termes tels que corsaire, flibustier et boucanier, et apprendre à les différencier. Et on peut même commencer à se demander pourquoi il y avait de la piraterie dans les Caraïbes. Et surtout, c'était quand? J'ai fait un petit sondage sur Twitter, et il est vrai que c'est une époque assez méconnue. On sait que c'est environ entre 1500 et 1900, si on est très approximatif, mais ça reste flou. Je vais donc déjà vous donner la réponse. Il y a en réalité deux périodes fastes. La première, c'est la période 1650-1680, une période de 30 ans environ. La deuxième période, c'est celle qui va de 1700 à 1730, une autre période de 30 ans. Mais d'abord, allons voir ce qui s'est passé avant l'âge d'or. Au Moyen-Âge, certains pays ont été de grandes nations maritimes. Je pense notamment à Venise et Gênes, qui sont des républiques dont les bateaux commerçaient dans toute la Méditerranée. L'Égypte des Mamelouks, quant à elle, était une plaque tournante de l'or qui provenait d'Afrique subsaharienne et qui allait vers l'Europe. L'Espagne et le Portugal étaient deux pays assez isolés du commerce mondial, car situés tout à l'ouest. Et que vont-ils faire? Ils vont chercher une nouvelle voie pour commercer. L'Espagne va découvrir l'Amérique, et le Portugal va découvrir une voie pour aller en Asie en contournant l'Afrique. Afin d'éviter les rivalités entre ces deux pays, le traité de Tordesillas voit le jour en 1494. Il sépare les zones d'influence maritime des deux pays. L'Espagne dispose donc des Caraïbes, c'est son territoire maritime, et il est à personne d'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails car je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Sachez qu'au XVIe siècle, l'Espagne domine l'Amérique. Elle colonise l'Amérique, et elle y trouve même des ressources comme de l'or ou de l'argent. Ces ressources sont emmenées en Europe, ce qui attire les convoitises. Et que va-t-il se passer? Des pirates vont s'installer au large de l'Espagne pour attendre les bateaux chargés d'or qui arrivent. C'est logique. Les pirates sont là où il y a des bateaux avec des richesses. À partir des années 1560, l'Espagne met en place un convoi de bateaux pour éviter qu'ils soient attaqués par des pirates. Par la suite, les pirates vont plutôt s'installer dans les Caraïbes pour aller chasser les bateaux. Et à votre avis, quel est l'avis d'un pays comme la France sur la piraterie? Est-ce qu'elle est triste qu'il y ait des pirates qui attaquent les bateaux espagnols? Bien sûr que non. Elle est plus que contente et c'est tellement dans son intérêt d'affaiblir ses voisins qu'elle va même inciter les pirates à y aller. Et c'est la même chose pour l'Angleterre, qui est un pays tourné vers l'océan, et même la Hollande s'y mettra. Mais la Hollande est un pays qui appartient à l'Espagne à cette époque et qui cherche à obtenir son indépendance. L'âge d'or. L'âge d'or commence en 1650 et se termine en 1730 environ. C'est des dates très approximatives, je vais vous donner quelques dates importantes pour que vous ayez une idée. En 1568 débute la guerre de 80 ans. C'est une guerre d'indépendance de la Hollande contre l'Espagne. En 1618 débute la guerre de 30 ans. C'est une guerre européenne qui concerne l'Espagne contre la France notamment. Ces deux guerres vont se terminer en 1648. Vous pouvez compter, ça fait 80 ans et 30 ans. Après la guerre de 30 ans, l'Espagne fait partie des perdants. Le pays est très affaibli, il n'a plus les moyens de protéger les Caraïbes comme avant. De l'autre côté, la France fait partie des pays gagnants, c'est une réussite. Suite à cette guerre, le terrain est parfait pour développer la piraterie. L'Espagne est affaiblie, la France et l'Angleterre n'ont pas encore les moyens de l'attaquer directement dans les Caraïbes, la piraterie fera le travail. La colonisation se fera avec les pirates. Par exemple, quand la France prend une partie de l'île Tortuga aux Espagnols, elle va inciter les pirates à s'y installer. En s'y installant, l'île est protégée. Les Espagnols vont chercher à la récupérer, mais sans succès. C'en est de même de la ville de Port-Royal, prise par les Anglais. Elle devient un gros repère à pirates pour qu'elle soit protégée. On est ainsi dans le premier âge d'or de la piraterie. Cet âge d'or s'estompe dans les années 1680, quand les puissances françaises et anglaises ont moins besoin des pirates. Ils vont se mettre à leur tour à les chasser. À partir de 1701,
il y a la guerre de succession d'Espagne. Pendant que l'Espagne est affaiblie, la France et la Grande-Bretagne envoient des corsaires combattre les bateaux espagnols dans les Caraïbes. En 1714, la guerre se termine et les corsaires se retrouvent sans travail. Beaucoup vont se convertir en pirates. Durant les 10 ans qui suivent cette guerre, la piraterie sera très intense. Elle finira par chuter suite aux luttes de la part des puissances. Bref, vous l'avez compris, la piraterie dans les Caraïbes, c'est surtout de la géopolitique. Ce sont des puissances qui incitent les pirates à attaquer des bateaux ennemis. Maintenant, on va aller voir quelques termes que je n'ai pas expliqués, notamment celui de corsaire. Corsaire et autres. On va voir les 4 principaux termes. C'est quoi un pirate ? Un pirate est un bandit qui pille depuis la mer. Il peut piller soit d'autres bateaux, soit des villes depuis la mer. C'est quoi un corsaire ? Un corsaire est un marin qui fait des actions comme les pirates, c'est-à-dire piller d'autres bateaux ou attaquer des villes, mais contrairement aux pirates, le corsaire a une autorisation officielle de la part d'un État. Il commet ses actions en temps de guerre envers des bateaux ou des villes ennemies. Par exemple, un corsaire qui travaille pour la France peut attaquer un bateau espagnol, à condition que la France et l'Espagne soient en guerre. Le corsaire a des lettres de marque. C'est le papier officiel qui lui permet de prouver qu'il travaille bien pour un pays. C'est quoi un flibustier ? Un flibustier est un pirate qui est financé par un pays ou une compagnie, mais ce n'est pas officiel. C'est ce qui le différencie du corsaire où là c'est officiel. C'est quoi un boucanier ? Les pirates ont toujours besoin de bases où se poser. Ces bases terrestres doivent être protégées et exploitées. C'est les boucaniers qui sont présents sur place. Par exemple, l'île de la Tortue, grand repère de pirates, était occupée par des boucaniers qui cultivaient la nourriture. Maintenant que vous connaissez ces 4 termes et l'histoire de la piraterie, on peut commencer à aborder les clichés sur la piraterie. Pour cela, on va les voir autour de 3 axes, les personnages, les lieux et les histoires. Personnages. On a plein de clichés sur les pirates, et voilà la couverture du catalogue Lego France 1989. En 1989, Lego a lancé sa nouvelle gamme dont le thème est celui des pirates. Voilà pourquoi ils sont mis en avant sur la page de couverture. On peut déjà y voir un personnage très cliché, ce capitaine avec cache-œil, crochet, jambes de bois, perroquet, et juste à côté un pirate reconnaissable à son bandeau. Ces clichés viennent de plusieurs réalités. Le cache-œil est un objet utilisé pour habituer un œil à la lumière et un autre à l'obscurité. La jambe de bois est un stéréotype. Il y a sûrement eu des pirates qui en ont eu, mais cet objet a été popularisé par le personnage de Long John Silver dans le roman L'île au trésor. Ce dernier a même un perroquet de compagnie. Là encore, le cliché est sûrement originaire de ce roman. L'île au trésor est vraiment l'œuvre fondatrice de l'univers de la piraterie. Ce roman pour enfants est sorti en 1883 et se déroule au milieu du XVIIIe siècle, en dehors de l'âge d'or de la piraterie. Le crochet a été popularisé par le capitaine Crochet, principal antagoniste de la pièce de théâtre Peter Pan en 1904. Parmi les pirates les plus célèbres et qui ont participé à un imaginaire, on compte Henry Morgan, qui a été flibustier, puis a réussi à devenir gouverneur de la Jamaïque en 1674. Il est un personnage important dans le film Le Cygne Noir en 1942. Ce film met bien en évidence les relations ambiguës entre le gouvernement anglais et les pirates. Barbe Noire est un autre nom qui est resté dans l'histoire. Terrible pirate mort à 38 ans environ, il est cependant représenté comme beaucoup plus vieux dans les films. Par exemple, dans le film Barbe Noire, le pirate sorti en 1952, l'acteur avait 47 ans. De même pour La Flibustière des Antilles, sorti en 51. Lieux. Plusieurs lieux sont emblématiques de la piraterie. Retournons dans le catalogue Lego de 1989. On y trouve bien sûr le bateau de pirates, le lieu emblématique des pirates, avec son célèbre drapeau noir. Ce drapeau sera apparu pour la première fois en 1700. Il n'existait donc pas durant le premier âge d'or de la piraterie, on le voit souvent dans les films. Autre lieu emblématique, le fort du gouverneur, ou toute autre ville dans les Antilles. La ville repère de pirates existe dans l'imaginaire, il suffit de voir certains jeux vidéo, comme par exemple la ville de Monkey Island, ou la baie du Butin dans World of Warcraft. C'est le plus souvent la ville de Port-Royal qui sert d'inspiration. Ville prise par les Anglais durant la deuxième moitié du XVIIe siècle pour devenir un repère de pirates. L'Angleterre n'ayant pas les moyens de protéger la ville des Espagnols, elle a incité les pirates à s'y installer. Elle est le symbole de la décadence et c'était une grande place marchande. Cette ville apparaît souvent au cinéma comme un lieu peu fréquentable, d'autres villes avaient des fonctions similaires comme Nassau. Dans le film La Flibustière des Antilles, il y a une scène dans un bar très mal famé, rempli de pirates. Cette scène se déroule à Nassau. Comme autres villes célèbres, il y a des villes comme Maracaibo ou Portobello qui sont des grands ports espagnols marchands. Qui dit pirate dit aussi île de pirates, le fameux repère isolé où se rencontrent les pirates. Comme est censé représenter cette boîte Lego, ce type de lieu fait surtout référence à l'île de la Tortue, une île sous protection française, anglaise et hollandaise, où les pirates pouvaient venir se reposer. On y trouve les boucaniers qui y vivent et cultivent les terres.
Dans le film La Fibustière des Antilles, on voit bien que l'endroit est un point de rencontre pour les pirates. Dans le même registre, il y a le coin où se cache le trésor. Parfois une île, parfois juste une plage, mais chercher un trésor fait partie des typiques scénarios liés à la piraterie. C'est le troisième point sur les clichés. Les histoires. Des histoires de pirates, il y en a plein. Certaines trames sont plus évidentes cependant. Par exemple, il y a le scénario de recherche d'un trésor. C'est le scénario de l'œuvre fondatrice du genre, L'île au trésor. Ce livre a été adapté en plusieurs films. Autre type de scénario, celui qui met en évidence les relations ambiguës entre les pirates et le gouvernement. Certains pirates sont invités à travailler pour des gouvernements, officiellement ou non. Dans le film La Fibustière des Antilles, le personnage français se voit une proposition de travailler pour les Anglais. Ils lui disent qu'ils peuvent lui trouver un équipage de pirates. Dans le film Cygne Noir, on met en avant l'insoumission de certains pirates à changer de camp suite à une amnistie de la part de l'Angleterre. Au sein des intrigues, il y a plusieurs situations types, comme par exemple la rencontre entre pirates dans un bar, ou dans un repère de pirates, les tentatives de mutinerie, le pirate abandonné sur une île, les abordages et bien sûr les duels à l'épée, car les films de pirates de l'âge d'or d'Hollywood sont surtout un sous-genre du film de cap et d'épée. Les œuvres. Faisons un petit tour des principales œuvres liées à la piraterie. En 1883 sort le roman L'île au trésor, œuvre fondatrice. D'autres romans vont sortir par la suite, puis ensuite des nouvelles dans les pulp magazines. En 1926 sort Le Pirate Noir avec Douglas Fairbanks, le roi des films de cap et d'épée à l'époque du muet. En 1935 sort Captain Blood avec Errol Flynn, le successeur de Fairbanks. C'est le début de l'âge classique d'Hollywood, et les films de pirates seront un des nombreux genres exotiques. Ce genre reste bien secondaire face au western ou au peplum. Parmi les films les plus célèbres, il y a Le Cygne Noir, Le Corsaire Rouge et Barbe Noire le Pirate, sans compter les adaptations de L'île au trésor. Les années 1960 sont la fin du genre pirate dans le cinéma américain. Cette période est marquée par le nouvel Hollywood qui remplace les films de genre par des films plus sociaux. Entre-temps, le genre apparaît dans d'autres divertissements. Par exemple l'attraction de Disneyland, Pirates des Caraïbes en 1967, puis les jouets, Playmobil en 1978 et Lego en 1989. Le cinéma de genre revient aux États-Unis dans les années 80, plusieurs films ont connu des échecs commerciaux, Pirates en 86, L'île aux pirates en 95 et La planète au trésor en 2002. Tous de gros échecs commerciaux parmi les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. En 2003, l'attraction de Disney est adaptée en film et devient un grand succès, brisant la malédiction des films de pirates. Cette série de films sont des pastiches qui reprennent les codes et stéréotypes autour de l'imaginaire de la piraterie. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la façon d'aborder le sujet vous aura plu. Peut-être que je recommencerai sur un autre thème, comme la conquête de l'Ouest par exemple. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et à jeudi prochain.